Radio Paris est gagnant. Sur Radio Évasion. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Radio Évasion dans l'émission Radio Paris est gagnant, votre émission de sport et du Paris sportif. Donc au programme de l'émission du jour, l'émission revient dans un format classique après l'intermède de cet Euro 2016 qui a vu la victoire du Portugal. Donc à savoir une émission qui dure à peu près 25 minutes. C'est une émission sur le sport avec des invités, des sportifs ou des parieurs, et donc on va discuter de sport, des paris, et je vais aussi vous expliquer un petit peu mon point de vue sur les paris sportifs. Alors aujourd'hui, qu'avons-nous au menu du jour? Déjà en fin d'émission, donc restez bien avec nous, je vous raconterai une histoire un petit peu, on va dire, magique, preuve à l'appui, sur un gros gain en fait qu'un ami, alors il m'a autorisé à raconter cette histoire, a fait durant cet Euro de 2016. C'est un petit peu, je ne sais pas si vous vous rappelez, l'histoire d'un supporter de Leicester qui a été champion d'Angleterre et qui avait joué une petite somme sur une grosse cote. Et ben on va dire que ça fait à peu près les quelques milliers d'euros de bénéfices que mon ami a fait sur cet Euro. Et donc je vous raconterai cette histoire, cette fabuleuse histoire en fin d'émission. Mais avant cela, on va parler aussi des JO. Les JO se rapprochent, et pour la Russie, rien n'est dans la poche. On va revenir sur cette bombe médiatique qui a éclaté avec peut-être la suspension de la Russie pour les Jeux Olympiques de Rio, toutes compétitions confondues. Alors quel incident cela va avoir sur les paris? Alors, je comprends maintenant un petit peu pourquoi j'ai eu des difficultés dans mes paris lors des Jeux Olympiques de Sochi. Je vous raconterai ça aussi tout à l'heure dans l'émission, alors que j'avais analysé des heures et des heures pour des résultats pas forcément géniaux. On parlera ainsi un petit peu du Tour de France et un petit peu du BBH 29. Donc c'est le club de handball féminin de Brest. Allez, c'est parti, on commence avec les Jeux Olympiques. Donc, les Jeux Olympiques de Rio qui vont arriver d'ici une vingtaine de jours. Et la Russie, comme je vous ai dit tout à l'heure en début d'émission, il y a eu une bombe médiatique qui est tombée. Et il y a eu une enquête qui a été faite et qui prouve en fait que la Russie avait mis en place du dopage généralisé. Donc l'explication, tout est parti de quoi? Pourquoi la Russie a mis en place ce système? Tout est parti des Jeux Olympiques d'hiver de Vancouver en 2010. Et la Russie avait fait une, on va dire, piteuse, 11e place au niveau des médailles. Donc c'était la 11e nation avec 15 médailles. Quand, par exemple, on va dire, l'ennemi juré, les États-Unis, en avait 37 et donc était la meilleure nation. Donc je peux vous dire que ça a été mal vécu par les Russes, un petit peu une honte, sachant que 4 ans après, les prochains Jeux Olympiques d'hiver avaient lieu à Sochi en Russie. Et pour eux, c'était inconcevable de faire un résultat pareil avec 15 médailles dans leur propre pays. Donc, ils se sont dit, on va faire quelque chose, et ils se sont employés justement à le faire. Donc, dans ce qu'ils ont fait, ils ont fourni en fait aux athlètes, donc qui allaient préparer les Olympiques d'hiver, une formule en fait, un produit dopant, mais sous le nom d'un cocktail qu'ils appelaient comme ça, le cocktail Duchesse. C'était à base de stéroïdes et d'alcool. Sachant que le cocktail Duchesse, c'est un alcool de bord très connu en Russie, et pour pas éveiller les soupçons, ils l'ont appelé comme ça, et ils ont en fait distribué ça à leurs athlètes pour passer inaperçu, et forcément ça donne des résultats pas trop mal pour eux. Donc grâce à ça, la Russie en fait a terminé, on va dire, à Sochi en tête des médailles. Et voilà. Et maintenant j'ai l'explication pourquoi j'avais pas eu des résultats aussi probants qu'attendus sur ces Jeux Olympiques d'hiver. Où pour moi j'avais vraiment vu que la Russie, vu les résultats qu'ils avaient eu en cours de saison. Voilà, quelques semaines avant les Jeux Olympiques de Sochi, pour moi, ils n'allaient pas finir du tout première nation, et même assez loin. Et au bout du compte, ils ont fini première nation avec 33 médailles.
Donc 13 en or. Voilà, premier pays en plus aux médailles d'or. Et derrière, on a retrouvé les États-Unis avec 28, la Norvège avec 26 et le Canada avec 25 médailles. Et le fait de comprendre ça aujourd'hui, bah, ça me rassure un petit peu sur les analyses que j'avais faites. Par contre, et ça, voilà, c'est une donnée hein, qu'il faudra absolument prendre en compte, c'est quand ce sont quand les compétitions ont lieu dans des pays un peu de l'Est. Donc là, c'était la Russie. Voilà, faut faire attention aussi à des paramètres comme ça qu'on ne peut pas forcément contrôler. Est-ce que les athlètes sont dopés ou pas? Là, par exemple, la Russie, c'est sûr, ils ne feront pas, il n'y aura aucun athlète en athlétisme. Voilà, tout simplement parce qu'il y a eu, comment j'allais dire, il y a eu aussi du dopage en athlétisme et ça s'est avéré vrai. Donc là, il n'y a personne, aucun athlète russe qui sera aux Jeux Olympiques, alors que l'athlétisme, c'est quand même un sport voilà, qui ramène pas mal de médailles tous les 4 ans aux Russes. Donc il n'y en aura pas. Alors peut-être quelques athlètes seront amenés à concourir, mais sous bannière neutre, peut-être la bannière des Jeux Olympiques. Donc voilà, j'avoue, hein, moi, j'avais pas forcément pris ce paramètre en compte. Voilà, on progresse aussi, de tout le temps. Et ça, maintenant, je vais faire un petit peu plus attention à ça. C'est pareil, hein, par exemple, en athlétisme, là, pour les JO avec le Kenya. Par exemple, on a des gros doutes au niveau du dopage sur cette nation-là. Pardon. Je vous rappelle, hein, lors des derniers championnats du monde, j'avais fait un bon championnat du monde d'athlétisme avec pas mal de bénéfices à la clé. Les membres de mon club pourront en témoigner. Voilà, j'avais dit, et je prenais des athlètes kenyans, ils amélioraient leur performance. Alors, c'est vrai que maintenant, avec le recul, ça peut paraître un peu bizarre, mais en tout cas, voilà, aujourd'hui, on peut avoir des doutes. Hein. Je me souviens, il y avait Bett, il y avait Toumiti sur le 400 mètres. Il y avait aussi le lanceur de javelot, là, j'ai plus son nom en tête. Mais tout cela, ils vont être aussi aux Jeux Olympiques de Rio. Alors, à savoir si ils ont peut-être voilà, continué à se doper. Alors, je mets des guillemets, hein, parce que pour l'instant, rien n'est avéré sur ces athlètes-là. Mais tout ça, je vais forcément devoir le prendre en compte lors de mes analyses sur les Jeux Olympiques de Rio au Brésil. Donc voilà un petit peu pour cette affaire-là. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer pour la Russie? Donc l'heure dernière, là, c'est sorti que le CIO se donne encore une semaine pour trancher sur l'avenir de la Russie lors des Jeux Olympiques de Rio. Et peut-être aussi pour d'autres compétitions. Je vous rappelle juste que la prochaine Coupe du Monde, c'est en Russie. Voilà, donc à voir qu'est-ce que ça va avoir comme incidence là-dessus aussi. Et donc, je vous ai dit, pour les paris sportifs, ça peut avoir une incidence. Parce que, par exemple, si la Russie est évincée des Jeux Olympiques, forcément, automatiquement, ça va avoir effet que les autres pays vont peut-être gagner plus de médailles. Peut-être, c'est sûr. Parce que les médailles que les Russes auraient dû gagner, vont être dispatchées sur les autres teams, les autres pays. Et puis, dans certaines compétitions, vous aviez aussi sûrement certains Russes favoris. Et forcément, s'ils ne sont plus là, c'est les autres équipes qui deviennent favoris. D'ailleurs, je fais un petit coucou à Marc. On en a discuté. On a discuté sur Skype dernièrement. C'est vrai que c'était intéressant de faire des recherches là-dessus. Donc pour les paris, pour l'instant c'est en stand-by. Il y avait deux choix. Soit vous prenez des positions en pensant que la Russie va être exclue des Jeux Olympiques, et là vous vous retrouvez à avoir de belles values. Mais aussi vous pouviez perdre votre argent très facilement, sachant que si la Russie reste, et forcément les athlètes que vous avez pris ne sont plus valus. Donc voilà pour cette petite intermède, si on veut dire, sur les Jeux Olympiques et la Russie. C'était vraiment ce qui était au cœur de l'événement. Et avant de conclure sur ce sujet-là, quel sport est le plus touché dans le rapport de McLaren? Ça, c'est la personne qui a fait le rapport et qui a mis en lumière tout ça. C'est l'athlétisme quand même, avec 139 cas de tests truqués. Après, vous avez l'haltérophilie. Alors l'haltérophilie, ça ne surprendra personne. Vous avez ensuite de la lutte.
Voilà, pareil, ça, ce sont des sports, on va dire, où il y avait pas mal de soupçons là-dessus. On a le canoë, le cyclisme, le patinage, la natation. Voilà, le hockey sur glace, le ski, même le football, le biathlon. Enfin, on va dire que tous les sports sont à peu près touchés à des degrés moindres, mais il y a des suspicions sur pas mal de sports. Donc voilà, et ah oui, quelque chose de rigolo aussi, c'était un plombier russe. En fait, lors des JO, il y avait une personne qui était censée être le plombier, mais en fait, c'était un agent secret. Et il y avait une trappe dans le mur. Et c'est comme ça, lors des JO de Sochi, qu'il a échangé des échantillons et qu'il a brouillé les pistes. Il prenait les mauvais échantillons, donc les échantillons où il y avait du dopage avéré, il les remplaçait par des échantillons sans dopage à l'intérieur. C'est quand même énorme. Et c'était juste une trappe, en fait, dans le mur qui servait à faire ça. Je pense que vous avez dû lire ça. Et donc, voilà, cette histoire du plombier russe qui était en fait un agent des services secrets russes, ça fait vraiment sourire, alors sourire jaune peut-être, mais en tout cas, c'est quelque chose d'assez hallucinant. Alors, n'en venez pas à la conclusion que dans le sport, tout est pourri, il y a du dopé partout, les matchs sont truqués, hein, comme je peux l'entendre et le voir dans certains mails que vous me donnez. Voilà, il faut rester aussi, il faut prendre un petit peu de distance là-dessus. C'est pas vrai. C'est très minime, tout ça. Donc voilà. Allez, on va passer au prochain sujet. On va faire un petit bilan là sur le Tour de France. Donc on va parler un petit peu de la grande boucle, hein, dont la grande boucle c'est le Tour de France. C'est tous les ans, 3 semaines. En juillet, et là on arrive, voilà, on commence la dernière semaine, on a eu le dernier jour de repos, donc hier. À noter que voilà, les jours de repos sont plus ou moins appréciés des cyclistes professionnels, parce que certains, après un jour de repos, ont les jambes coupées. Voilà. Ils n'arrivent pas à reprendre un rythme, et ils font des contre-performances tout de suite. Donc l'étape, donc cette étape aujourd'hui, certains qui étaient assez en forme peuvent avoir des contre-performances, et puis à l'inverse, des cyclistes qui étaient un petit peu dans le trou se refont un peu la cerise et attaquent dans l'étape qui suit le jour de repos. Ils peuvent créer comme ça des surprises. Donc ça, pour tous les parieurs sur le cyclisme, c'est à savoir. Voilà, le jour de repos, c'est un jour de transition plus ou moins apprécié par certains cyclistes. Et là, par exemple, des personnes comme Thomas Voeckler, qui a 36 ou 37 ans. Voilà, il sait gérer ça. Et pour avoir entendu une interview de Cyril Guimard, qui le connaît quand même un petit peu, voilà, il dit qu'il arrive à gérer ses jours de repos. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il était dans l'échappée du jour. Donc voilà, il y a aussi l'expérience qui compte pour passer ces jours de repos sans encombre. Alors où on en est, écoutez, il y a Chris Froome qui est en tête de ce Tour de France. Voilà, donc sans réelle surprise, hein, il y a une grosse équipe Sky autour de lui, avec certains adjudants comme Henao, Nivet, Geraint Thomas. Donc tout ça, ce sont des coureurs vraiment de haut niveau. Et dès que quelqu'un bouge, on va dire, dans le peloton, il les lance pour les rattraper. Donc voilà, on va dire que pour l'instant, lui, il est à son niveau. Qui a déçu? Quintana. Hein, voilà, les 2 premières semaines, tout le monde attendait à un Quintana qui allait attaquer. Il n'a pas attaqué. Alors généralement, il peut faire une 3e semaine pas mal. Style, l'année dernière, il a quand même rattrapé sur la dernière semaine, je crois, à peu près 2 minutes sur Froome en 2 étapes de montagne. Bon, après, Froome aussi avait de l'avance, donc il peut gérer. C'est ça l'avantage, hein. Quand vous êtes en tête, vous n'avez plus besoin d'attaquer. Il suffit juste de contrôler en fait le coureur qui est juste derrière vous, 2e ou 3e, et qui attaque. Et vous faites aussi moins d'efforts. Il suffit de gérer et pas forcément sauter dans la route tout de suite. Ça ne sert pas à grand chose, et généralement quand vous faites ça, vous pouvez aussi combler votre retard pendant l'étape en montant, comme on dit, au train, et avoir une allure régulière sans faire d'à-coups. Et Froome, ça aussi, il sait faire. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu sur la selle, sans être en danseuse, avoir un rythme de pédalage assez hallucinant. Voilà, je ne ferai pas de parallèle avec le premier sujet, le dopage en Russie. Mais bon, ça a toujours posé question. On verra ça dans 10, 15 ou 20 ans. Parce que s'il y avait un souci, ça sortira forcément un jour. Donc l'équipe Sky et Froome ont cadenassé la course.
pour l'instant pour la victoire du Tour de France. Nos Français, aucune victoire. Voilà, aucune victoire pour l'instant. Il reste un contre-la-montre, 2 étapes ou 3 étapes de montagne et puis l'étape des Champs-Élysées. Donc l'étape des Champs-Élysées, c'est très compliqué de gagner si vous n'êtes pas un sprinter. Chez nous, Nassar Boigny n'était pas là, donc il reste Coquard. Mais Coquard, c'est pas sur une ligne droite, c'est pas forcément celui qui a le plus de chances de gagner. Ça fait très très longtemps que les Français, lors d'un Tour de France, n'ont pas gagné une étape. Je crois que depuis peut-être la création du Tour de France, il n'y a eu que 3 ou 4 fois où un Français n'a pas gagné une étape dans le Tour. Donc, pour les parieurs un peu comme moi et certains, et certains de nos auditeurs qui sont aussi des parieurs, ça peut être une stat à prendre en compte. Alors, ce qui ne veut pas dire que cette année, ils vont absolument gagner une étape, les Français, mais voilà, on peut mettre une pièce sur des Français à des cotes assez élevées, parce que normalement, statistiquement, ils sont censés gagner au moins une étape dans le Tour de France. Donc, qu'est-ce qu'on avait encore d'autre sur ce Tour de France? Le maillot vert, bon, Sagan, à part s'il chute, normalement, c'est fait. Il a été très, très impressionnant. D'ailleurs, heureusement qu'il était là pour animer le tour, le début du tour. Il est vraiment très, très impressionnant comme coureur. Il n'est pas champion du monde pour rien. Cavendish a abandonné. Et puis, derrière, ils sont un peu trop loin. Kittel, pour l'instant, n'a gagné qu'une étape. Cavendish en avait gagné 4-5 avant d'abandonner. D'ailleurs, peut-être Kittel pour la dernière étape sur les Champs-Élysées. Elle sera peut-être pour lui celle-là parce que voilà, il reste qui? Il reste Greipel, le gorille de Rostock, c'est son surnom, pour jouer la victoire. Peut-être Christophe, voilà, mais voilà, il est quand même moins puissant. Donc à voir, à noter pour dimanche peut-être sur les Champs-Élysées. On a quoi? On a le maillot du meilleur jeune. Donc pour l'instant, c'est une bonne surprise. C'est un autre Anglais, Adam Yates, qui est le maillot blanc devant Louis Meintjes. Barguil est plus loin. Voilà, Barguil était favori de ce Tour de France. C'est une cote autour de 2. Donc, et là, pour l'instant, il déçoit et il est assez loin. Donc, il ne sera pas meilleur jeune. Au niveau du maillot à poids, donc c'est Raphaël Maïka qui était en tête. Donc là, il y a quelques étapes encore de montagne. À voir s'il va conserver son maillot, sachant que quand vous avez des arrivées au sommet, les points sont doublés. Donc si Froome décide peut-être de jouer ce maillot-là, ça va être très compliqué pour Maïka de le garder. On verra d'ici 2-3 jours qu'est-ce qui se sera passé. Et qu'est-ce qui reste? La Team Classification, donc c'est en fait le classement par équipe. Pour l'instant, c'est Movistar qui est en tête avec 6-7 minutes d'avance sur la Sky. Pareil, donc si Movistar, et à un moment Movistar doit prendre la course en main, c'est-à-dire mettre ses coureurs devant et pour essayer de fatiguer la Sky, peut-être que la Sky va revenir. Alors s'il y a eu quelque chose à jouer, c'était peut-être là-dessus. Il y a peut-être une value sur la Sky, je crois que autour de 5. Avec 6 minutes d'écart. Voilà, si Movistar, à part Valverde et Quintana qui vont rester, c'est pas eux qui vont faire les premiers efforts, mais si tous les Movistar comme ça se fatiguent pour essayer d'imprimer un rythme, pour essayer de déceler Froome, il y a peut-être quelque chose à jouer, parce que pour le classement par équipe, je rappelle, c'est les 3 premiers coureurs de chaque étape que l'on prend pour faire justement le classement de l'étape par équipe, et vous additionnez les temps de chaque étape. Et celui qui a le moins de temps gagne le classement par équipe. C'est le même principe que pour le maillot jaune. Donc voilà, j'ai fait un tour vite fait de ce qui, à l'instant T, voilà, à la fin des 2 premières semaines. On entame la 3e semaine. Ça va être très intéressant, de belles étapes de montagne. Je vous invite à regarder une étape du Tour si vous n'avez jamais regardé. Alors moi, ma grand-mère à titre personnel, elle me disait que c'était pour les paysages. Parfait. Moi, c'était pour voir les coureurs et pour les paris sportifs. Chacun peut trouver dans le Tour de France quelque chose à regarder. Donc voilà pour ce petit bilan sur le Tour de France. Je fais aussi un petit point sur le BBH29, donc le Brest-Bretagne Handball. Donc c'est l'équipe féminine de Brest, je vous en avais déjà parlé. J'attends que les bookmakers sortent leur code parce que je vais mettre un billet sur l'équipe de Brest, championne de France. Vu que maintenant qu'elles sont en Ligue 1, on va pouvoir parier dessus. Je vous dis aussi, j'ai pris l'abonnement à l'année pour aller les voir. Donc voilà, je vais vraiment les voir jouer. Donc je pense que je pourrais proposer des paris aussi sur l'équipe. Voilà, j'essaierai de me renseigner un petit peu comment elles se sentent, s'il y a des blessés, tout ça. Donc je serai vraiment au cœur de l'action là-dessus. Parce que voilà, pour moi, ça va être le club qui aura le plus gros budget cette année. Ils envisagent de gagner les champions d'ici 2-3 ans.
et je peux vous dire qu'elles en seront capables d'ici 2-3 ans, je pense. Déjà, elles ont fait revenir quelques joueuses de l'équipe de France, dont Alison Pinault et Cléopâtre Darleux, excusez du peu, et voilà, ça va faire une équipe déjà très très compétitive cette année. Donc tous les clubs historiques comme Metz, tout ça, accrochez-vous, le BBH arrive. Donc voilà, sans plus attendre, je vais vous raconter, comme je vous avais dit en début d'émission, cette histoire sur l'Euro 2016, et donc un ami à moi, portugais, donc ça va vous aiguiller, qui a gagné plusieurs milliers d'euros. Donc c'est quoi cette fameuse histoire sur l'Euro 2016 ? J'ai un ami, voilà, un très bon ami à moi, parieur sportif professionnel aussi, qui est d'origine portugaise. Donc j'avais discuté un petit peu avec lui avant l'Euro. Voilà, je l'avais envoyé sur une discussion en disant bah alors qu'est-ce que tu penses de ton équipe ? Il a la double nationalité. Donc qu'est-ce que tu penses de l'équipe nationale du Portugal ? Il m'avait dit bah écoute, je sais pas trop, je vais regarder tout ça. Moi je lui avais dit bah voilà, ça peut être pas mal. Il n'y a aucun gros favori dans cet euro. Hein, je vous rappelle, c'était la France et l'Allemagne favoris, une cote de 4,5. Donc voilà, il n'y avait pas vraiment d'équipe qui sortait du lot. Il n'y avait pas d'équipe à des cotes de 2. Enfin, en même temps, c'est normal sur une grosse compétition comme ça, c'est rare surtout au football. Donc je lui dis ouais, ils peuvent avoir leur chance et tout. Et en fait, ce qu'il ne m'avait pas dit, c'est qu'une fois qu'on a eu cette discussion-là, avant le début de l'Euro, donc j'ai les preuves à l'appui, hein, je vous mettrai les tickets sous la podcast en transcription. Vous verrez hein, les images. Donc il avait mis 1000 euros sur le Portugal gagne l'Euro à une cote de 16. Donc ça c'était le 13 juin, donc avant le début de l'Euro, suite à une discussion que l'on avait eue. Et puis, moi, j'étais allé voir un match qui était Portugal-Autriche. Et en voyant ce match-là, je m'étais dit, mais en fait, oui, le Portugal, en fait, avait fait match nul. Hein. Cristiano Ronaldo avait loupé un penalty. J'étais juste en face du but quand il a loupé. Avec tous les Portugais autour de moi, je peux vous dire l'ambiance. C'était un peu morose, mais pourtant, voilà, je trouvais qu'ils avaient pas mal joué. Ils s'étaient créé plusieurs occasions. C'est juste la réussite qui fuyait. Donc, voilà, la réussite ne peut pas fuir à tous les matchs. Et voilà, on avait discuté. J'avais dit, en fait, non, c'est... Je pense qu'il y a quelque chose à faire. Alors, après ce match-là, le 21 juin, il remet 1000 euros et la cote avait légèrement monté, la cote était à 17. Donc, si vous calculez bien, il avait 1000 euros à 16, 1000 euros à 17 sur le Portugal. Donc ça, je savais pas, je savais pas forcément parce qu'il m'avait pas dit qu'il avait joué tout ça. Donc les poules, voilà, ça continue. Le Portugal, ils finissent troisième de la poule, d'accord. Donc pas terrible, on va dire. Ils ont fait que des nuls, ils n'avaient pas perdu, et ils se retrouvent dans la partie haute du tableau qui, par le fait des autres poules, se retrouve à être la partie la plus simple en fait. Du tableau, va mieux être en haut qu'en bas. Donc le Portugal, voilà, petit à petit, ils gagnent leur match. Alors ils gagnent, c'est un grand mot parce que ils n'ont gagné qu'un match. C'était contre, de souvenir, le Pays de Galles. Voilà, c'est ça. Alors qu'ils ont fait que des matchs nuls. C'est quand même hallucinant. Et puis lors de la demi-finale, voilà, il a commencé à me dire qu'il avait joué ça. Il m'a envoyé les tickets. J'ai dit c'est hallucinant. Alors on remet les échelles de valeur. Il a joué 2000 euros. Vous allez me dire mais il est fou et tout. Attention, je vous ai dit c'est un parieur professionnel. Il n'a pas le capital que vous pouvez avoir. Donc 2000 euros, 2000 euros qui pourrait être votre capital entier pour vous, n'est forcément pas le sien. Hein, c'est une échelle de grandeur, bien sûr. Je tenais à le signaler. Donc, je lui dis, voilà, maintenant vous me connaissez, hein, je suis un adepte plutôt des paris long terme. Moi, j'ai toujours dit, puisque l'euro, c'est compliqué de gagner de l'argent. Moi-même, j'avais mis un billet très loin des 2000 euros que lui, il a pu mettre. Mais j'avais mis un billet sur le Portugal aussi, vainqueur de l'euro. Après que j'ai été voir justement, que j'ai acheté au match Portugal-Autriche. Et voilà, et donc il me dit voilà, mais qu'est-ce que je vais faire et tout. Je dis attends, là à ce moment-là tu peux commencer à arbitrer, tu vas gagner quelques milliers d'euros, c'est très bien. Lors de la demi-finale, il n'a pas arbitré,
Voilà. Donc, il s'est retrouvé en finale avec 2000 € placés à une cote moyenne de 16,5 sur le Portugal. Je lui dis, mais attends, mais là, tu vas quand même arbitrer. Enfin, tu peux, et de calcul de mémoire, s'il arbitrait par rapport à la cote de la France, je crois qu'il pouvait prendre dans tous les cas, c'était 11 ou 12 000 €. D'accord, 11 ou 12 000 €. Salaire médian français, c'est à peu près, je crois, 17 000 - 18 000 € par an, net. Donc je lui dis, attends, c'est quand même un truc de fou. Et puis en fait, non. En fait, non. C'est pas un adepte de l'arbitrage et de la couverture. Il a dit non et tout. Alors pendant la finale, j'en ai eu des textos de sa part. Quand Ronaldo s'est blessé, enfin, refaites-vous la finale, les poteaux, les barres. Eux aussi, hein, ils ont fait des poteaux et des barres, bien sûr. Et je vous raconte pas son excitation quand Eder a marqué en prolongation pour les Portugais. Il était comme un fou, rien n'était joué, hein. Il aurait pu encore secourir en live, il n'a rien fait du tout. Donc voilà, je lui ai dit, hein, mais écoute, psychologiquement, tu as été très fort, très balèze. Donc là, je te tire mon chapeau. Moi, j'aurais sûrement pas fait ça comme ça. Mais en tout cas, voilà, son choix était payant. Donc je l'ai applaudi. J'ai dit, tu as eu des coronesses, comme on dit. Et donc, il a empoché net 30, que je dise pas de bêtises, 32 000 €. Voilà, c'est ça, net. Et voilà, je vous mets, hein, les tickets de ces paris. Voilà, comme ça, vous pourrez regarder ça. Mais c'est vraiment une histoire de fou. Donc, il a empoché 32 000 € en 3 semaines, parce que l'Euro durait 3 semaines. On va dire que ça fait un beau taux horaire. Donc voilà, il y a des histoires comme ça. Dans les paris sportifs, je vous avais déjà raconté celle de Leicester, mais là, ça a duré sur 8-9 mois sur une compétition comme la Première Ligue. Là, ça a duré sur 3 semaines. Donc, je lui tire encore mon chapeau. Et voilà, c'est pas la première fois, hein, qu'il fait des choses comme ça. Il avait déjà, si je vous rappelle, aussi passé un combiné de rugby à une cote de 200. C'était un truc de fou. Il est adepte des choses comme ça, et c'est vrai qu'il me surprend, de jour en jour à faire des choses comme ça. En tout cas, voilà, c'était la belle histoire de l'Euro. Lui, pour vous dire, il a gagné un peu d'argent. Moi aussi, voilà, lors de l'Euro, si j'ai fait un petit bilan, j'ai gagné aussi un peu d'argent. Je vous avais dit, hein, c'est difficile sur un Euro d'analyser, mais mes analyses ont pas été trop mauvaises. Voilà, j'ai eu, je crois, les demi-finales, la finale de bon. Alors oui, c'est des petites cotes. Voilà, j'avais proposé des petites cotes. La cote moyenne, je ne sais plus combien ça doit faire, peut-être 1,35, 1,40, quelque chose comme ça. Mais bon, est-ce qu'il vaut mieux pas jouer parfois des petites cotes pour que ça vous fasse un gain que des cotes plus grosses et de perdre sa mise? Ça, voilà, c'est à la réflexion de chacun. Donc voilà, j'arrive à la fin de l'émission du jour. Je vais vous annoncer l'émission de la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine, on fera un petit bilan, parce que ce sera la fin, le Tour de France sera terminé, pour voir un petit peu ce qui s'est passé là lors de la 3e semaine. On viendra sûrement aussi sur la décision du CIO qui va intervenir d'ici normalement 5-6 jours. Donc pour l'émission de la semaine prochaine, la Russie saura si elle ira au JO ou pas. S'il fallait faire un pari aujourd'hui, c'est très compliqué, parce qu'il y a aussi d'autres enjeux, hein, des enjeux politiques. J'imagine que Poutine, il va prendre son téléphone, il va appeler quelques personnes en disant nous enlevez pas des Jeux Olympiques, sinon ça peut faire mal. Voilà, j'imagine les discussions qu'il peut y avoir. Je vous dirai aussi la semaine prochaine quoi faire durant l'été. Hein, c'est une période un petit peu plus creuse. J'avais fait une vidéo sur ma chaîne YouTube, mais j'essaierai d'aller un petit peu en profondeur, en essayant un petit peu d'analyser avec vous le calendrier qui se passe généralement les étés. Voilà, il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire. C'est une période plus creuse, il y a des choses à faire. J'avais dit, hein, pour les débutants, ça peut être une période dangereuse. Pour les experts, les initiés, il y a des petites choses à faire et de l'argent à gagner. Alors pour ceux, hein, qui ont la chance d'avoir du soleil, qui vont être en vacances et qui vont se prélasser soit au bord de la mer, soit devant une piscine, je vous rappelle, hein, vous avez un peu de lecture si vous le souhaitez. J'ai sorti mon livre début mai avec Pascal, un journaliste de France 2. Donc c'est comment vaincre la chance dans les paris sportifs. Donc vous pourrez comme ça augmenter votre QI de parieur sportif sans effort, et il est disponible pour l'instant seulement sur Amazon.fr. Je suis en train de faire les démarches pour le proposer ailleurs, à la Fnac et des choses comme ça, mais pour l'instant c'est que sur Amazon.fr. Je vous mettrai le lien aussi sous le podcast radio. Donc voilà, vous pouvez me retrouver sur le site de radioévasion.net ou sur mon blog www.parier-gagnant.com en podcast.
N'oubliez pas que si vous faites quelques paris l'été, allez-y mollo, réduisez peut-être vos mises. C'est parfois une période un petit peu critique et on est à même parfois de faire des mauvais choix. Donc allez-y mollo. Mais comme vous savez, pour parier gagnant, il faut parier intelligemment. Au revoir à tous.